D'abord, merci pour votre invitation. Je suis donc historien, architecte aussi. J'ai longuement travaillé dans les villes du Proche-Orient, puisque j'ai passé 10 ans en résidence entre Le Caire et Beyrouth, puis 4 ans ensuite à Tunis dans un second temps. J'ai fait une thèse sur Le Caire, que j'ai publiée sur Beyrouth, Sanaa, Istanbul, Damas, un peu Izmir, voilà, et Tunis. Voilà. Et puis depuis une dizaine d'années, je m'intéresse plutôt à des questions de cartographie. Je suis le fondateur du site web Cartomundi, qui est un site de valorisation du patrimoine cartographique. Et j'ai publié il y a 2 ans un assez gros ouvrage sur des questions d'histoire de la cartographie française depuis le milieu du XVIIIe siècle jusqu'aux productions les plus récentes de l'IGN. Alors, Stéphanie m'avait demandé de dire quelques mots sur les questions de représentation de la Méditerranée. Et comme je sortais à ce moment-là de l'écriture d'un papier, de 2 papiers en fait, simultanés, un sur la notion de la plus ancienne carte connue et un autre sur la définition de carte pour un dictionnaire, je pensais tout simplement vous resservir à quelques vieilleries, telles que la table de Pöttinger, Ptolémée, enfin, etc. Et puis, quand même, quand Jean-Paul m'a envoyé son PowerPoint, je me suis dit que ça n'allait pas vraiment coller. Alors j'ai fait autre chose. Je vais bien vous parler de la Méditerranée, mer entre les terres, mais avec un point de vue un petit peu différent, plutôt moins historique que ce à quoi vous pouvez peut-être vous attendre. Je vais commencer par une vue à petite échelle de la Méditerranée. Oui, je vous ai fait cette image pour vous montrer qu'on regarde assez peu souvent la Méditerranée à cette échelle-là. Alors je vais volontairement simplifier les contours, comme vous pouvez vous en douter, mais en fait, il faut bien comprendre que la Méditerranée, c'est d'abord une espèce de grande faille, de grand vide entre l'Afrique au sud et l'Europe au nord. C'est une sorte de pénétration de la mer sur 4000 km de profondeur, ce qui n'est pas rien. Et puis, dans une succession de bassins successifs. C'est pas seulement un canal qui pourrait comme ça irriguer sur 4000 km de profondeur, mais c'est un ensemble de bassins successifs. Et je crois que là, on comprend mieux cette mer entre les terres. On est vraiment dans la Méditerranée au sens étymologique. Alors, c'est une zone fermée qui est protégée dans au moins deux points de vue, protégée d'une part des grandes tempêtes atlantiques, c'est-à-dire que même si la Méditerranée n'est pas toujours de tourpeau, on n'est quand même pas en pleine mer, si je puis dire, pas en pleine Atlantique, et puis protégée aussi par le fait que, Gibraltar est quand même assez facile à contrôler depuis longtemps, et puis que de l'autre côté, on a aussi quelques détroits qui servent à contrôler, mais que de toute façon, c'est pas ouvert à l'autre bout, la mer Noire a un fond, et puis le golfe du côté de Chypre a aussi un fond depuis lequel on n'a pas forcément à attendre d'invasion. Voilà, donc une zone doublement protégée, ce qui me semble important. Alors, je voudrais rappeler que quand même, cette configuration-là, dans 10 millions d'années, c'est fini. Il faut bien comprendre que les 2 rives nord et sud de la Méditerranée se rapprochent, que c'est sans doute un des lieux du monde qui bouge le plus vite. On est entre 8 et 10 cm par an, ce qui, pour les gens des sciences de la Terre, est considérable. Et qui signifie qu'effectivement, dans 10 millions d'années, il ne sera plus utile de prendre le bateau pour aller de Marseille à Alger. Voilà. Alors, je vais revenir sur un point important, mais vous le savez déjà, c'est que le transport par bateau, que ce soit un transport fluvial ou un transport maritime, est toujours bien moins coûteux que par terre. Ce qui veut dire qu'être au bord de la mer, c'est toujours quelque part un avantage. Je vous rappelle que quand on transporte une marchandise depuis la Chine jusqu'à Paris, le prix du transport d'un conteneur, pas une marchandise, un conteneur, le prix de transport du conteneur entre la Chine et Dunkerque est au même prix que le prix de transport du conteneur entre Dunkerque et Paris. Donc, imaginez, vous voyez, et ça c'est toujours vrai, depuis la nuit des temps, mettre sur un bateau des marchandises, même au Liban ou sur la côte marseillaise, il valait mieux, pour faire 10 km,
mettre les marchandises sur un bateau, les transporter par la navigation, et puis éventuellement même les remonter dans les terres plus loin, plutôt que de prendre une route terrestre derrière. Et évidemment, alors ça change tout. Ça change tout, parce que ça veut dire que dès qu'on est au bord de la mer, on a un avantage, on est en position d'interface entre des moyens de transport, et qu'on peut en tirer, évidemment, des intérêts. Voilà, la Méditerranée n'est pas seulement une profonde fissure, comme je viens de le dire, mais en fait on a non seulement des bassins, mais aussi des espèces de golfs extrêmement profonds, hein, le plus symptomatique étant l'Adriatique, qui, de fait, irrigue pas seulement, je dirais, 4000 de profondeur, on pourrait imaginer que c'est 8000 km de côte, c'est beaucoup plus de 8000 km de côte, et en fait ça irrigue des terres très très loin en Europe, jusqu'en Europe centrale, depuis Trieste, par exemple, et puis cet accès, je dirais, vers l'intérieur des terres est en quelque sorte conforté et complété par un certain nombre de grands fleuves, hein, dans l'ordre, le Rhône, alors après, je n'en oublie pas, le Pô, on n'en parle plus, bien entendu, mais il ne faut pas oublier que c'est ce qui a fait la fortune de Venise, puisque une des raisons pour laquelle Venise a fait sa fortune, c'est qu'à travers le Pô et puis un col dans les Alpes, je ne sais plus lequel c'est exactement, c'est pas le Brenner, c'est un autre plus loin, Venise a pu commercer avec l'Europe du Nord, ce qui lui a permis, notamment pour le fer, de le passer ensuite en Méditerranée. Donc le Rhône, le Pô, le Danube, bien entendu, le Dniepr, le Don qui lui prend au fond du Golfe, ça y est, après Kerch, j'ai oublié, tant pis, c'est pas très grave, la mer d'Azov, voilà, c'est ça, le Don, et puis sur la rive sud, le Nil, bien entendu, qui conduit aussi très très loin à l'intérieur des terres. Donc on a bien une configuration très particulière qui offre des facilités, des opportunités de transport, de déplacement, à la fois pour les marchandises, pour les personnes et pour les savoir-faire. C'est extrêmement important. Les savoir-faire, hein, mes collègues céramologues qui travaillent sur des périodes un peu antérieures aux miennes, notent des déplacements de savoir-faire en Méditerranée en ce qui concerne la poterie, qui sont tout à fait considérables, et qui n'auraient sans doute pas eu lieu si on était dans un monde terrestre. Voilà. Et entre des lieux donc, qui peuvent être assez éloignés, puisque quand on remonte le Nil jusqu'à Assouan, et puis qu'on navigue et qu'on remonte le Danube, on peut aller très très loin, finalement. Bon, je vais passer à l'image suivante, voilà, qui est la même hein, que la précédente, que j'ai zoomé un petit peu, et puis j'ai ajouté les îles à l'intérieur, enfin j'ai ajouté quelques îles que vous reconnaissez à l'intérieur de cette Méditerranée. Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces bassins de la Méditerranée sont aussi occupés, pas seulement par des étendues d'eau, mais des îles. Et que vous connaissez la distinction entre deux modes principaux de navigation, hein, le cabotage, on suit les côtes, et puis le long cours, on fuit en droiture. Mais la droiture, ça suppose quand même qu'on dispose d'instruments, boussoles, cartes, etc. Et alors, en Méditerranée, ce qui est intéressant, c'est que cette distinction, elle est assez peu opératoire. Et elle est peu opératoire parce qu'on a des îles qui permettent de faire le relais entre des points. Et je dirais qu'en quelque sorte, sur plusieurs itinéraires méditerranéens, on peut naviguer au long cours sur le mode du cabotage. Eh bien oui, je m'explique. On part de Marseille, ou de Nice, ou de Toulon, et on peut assez facilement aller jusqu'en Corse, pas complètement à vue, mais avec une simple boussole, ça suffit. Et après on longe les côtes de la Corse, on longe les côtes de la Sardaigne, et puis on pique en droiture et on arrive sur Tunis, sans trop de risques. Vous voyez, c'est pas la pleine mer, si je puis dire. Alors, alors c'est encore plus vrai si on longe les côtes de l'Italie, qu'on passe en Sicile, et qu'on longe les côtes de Sicile et qu'on va sur Tunis. On est à 150 km entre la Sicile et le Cap Bon, ce qui est quand même pas grand-chose. Hein. Donc on n'a pas beaucoup de moments d'incertitude quand on est pile entre les deux, où on voit ni d'un côté ni de l'autre. On n'a pas beaucoup de moments d'incertitude, et ça c'est extrêmement important et extrêmement intéressant. En mer Égée, pardon, il est évident que là, on traverse très facilement dans tout le bassin
entre la Grèce et les côtes actuellement turques, sans aucun problème. En mer Noire, c'est plus compliqué. En mer Noire, c'est plus compliqué. Mais on a quand même la Crimée qui avance et qui permet aussi de faire des étapes assez facilement. Donc on a vraiment une configuration, je dirais, qui est favorable à la navigation. Et ça me semble assez important, ce qui permet de naviguer de manière extrêmement primitive, sans instrument, hein, aux étoiles tout simplement, et de quand même de traverser cette mer. Alors quoi dire d'autre? Oui, aussi que ces bassins sont marqués par exemple des détroits. Alors Gibraltar, j'en ai dit quelques mots, le Bosphore et les Dardanelles entre la mer de Marmara, en fait la Méditerranée, enfin non, la Marmara est entre les deux, pardon, la Méditerranée légère plus précisément, et puis la mer Noire, le détroit de Kerch entre la mer Noire et la mer d'Azov, et puis on peut dire presque entre Tunis, le Cap Bon et la Tunisie, enfin entre la Tunisie et la Sicile, un détroit de 150 km, ce qui n'est pas complètement rien, mais quand même qui est assez étroit. Qui en fait, ces détroits permettent d'assurer une sorte de continuité, alors entre guillemets, mais des voies terrestres, et donc permettre et faciliter d'autres échanges. Donc on est dans un monde qui en fait, où la mer est à la fois une contrainte, mais aussi tout le temps une opportunité. C'est-à-dire qu'on est toujours basculé entre les deux. En tout cas, on a une configuration, une géographie qui est extrêmement propice au développement des établissements humains, au développement des échanges entre ces établissements humains. Alors, les Grecs et les Romains ne s'y sont pas trompés. On y reviendra peut-être si vous avez des questions. La question des Ottomans est, elle, complètement différente. J'ai entendu tout à l'heure, j'ai attrapé une discussion sur des questions de Byzance, Constantinople et Istanbul. Il y a peut-être dans la salle des spécialistes de cette région, de ces périodes, ou de cette... je ne sais pas. Mais bon, les Ottomans, en deux mots, mais on pourrait y revenir, ne sont pas marins, ils sont cavaliers, et ils ne savent pas naviguer. Et ils ne sont pas les seuls, mais voilà, si ça vous intéresse, on y reviendra. Et puis, eh bien, pour mémoire, j'ai juste mesuré la distance entre Marseille, Ostie et Ostie-Carthage. Là, c'est la même. C'est-à-dire que, alors Ostie, c'est le port de Rome, hein, bien entendu, eh bien, 600 km vers le nord, à peu près, et on arrive à Marseille, 600 km vers le sud, et on arrive à Carthage. Je trouve que ça dessine une espèce de... Mais je ne l'avais pas réalisé, voilà, tout simplement. Pourtant, j'ai habité Tunis, j'ai souvent fait l'avion Marseille-Tunis, mais je n'avais pas réalisé que Rome était pile entre les deux, en quelque sorte. Alors, pas tout à fait, hein, mais en tout cas, à même distance de l'un et de l'autre. Voilà, donc la mer est bien une barrière nord-sud, mais c'est aussi un énorme gisement d'opportunités dans les déplacements entre l'Est et l'Ouest. Alors je vais passer deux autres images, voilà. Celle-là, vous la connaissez puisque vous êtes là, c'est l'image de l'affiche. En fait, je vais montrer les deux images que j'avais proposées à Stéphanie quand elle m'a demandé des images pour l'affiche. Voilà, j'ai dû choisir entre les deux pour des raisons de mise en page. C'est la Méditerranée vue à l'envers. Enfin, à l'envers parce que l'endroit parce qu'on a admis que l'endroit était le nord en haut. Voilà. Là, c'est inversé. Voilà. Mais c'est toujours heuristique de montrer les cartes à l'envers parce que ça, tout simplement, ça nous montre combien on a une vision conditionnée. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas la Méditerranée tout simplement dans cette image, on la reconnaît mal, on ne la reconnaît pas d'emblée en tout cas, et bien après quand on regarde, et puis on a affaire à un public éclairé si je puis dire, mais c'est jamais évident, et c'est toujours intéressant de se rendre compte des choses, on se rend compte de distance, enfin, tout apparaît un peu différent, et c'est toujours en tout cas stimulant. Voilà, donc je vais vous montrer là, je vais juste faire un commentaire des deux images que j'ai proposées à Stéphanie, qui ont des images, qui sont des images que j'ai faites il y a entre 8 et 10 ans à peu près, quelque chose comme ça, que j'avais en stock dans mon ordinateur, qui sont des images qui n'ont pas été des commandes, qui sont des choses que je m'amuse à faire, dirons. Voilà, elle est doublement à l'envers celle-là. Doublement parce que le nord est en haut, le nord et le sud sont inversés, pardon, on vient d'en parler, mais aussi parce qu'en termes de sépérologie graphique, le noir est autour, et qu'en fait, dans les cartes, en général, la mer est unie et il ne s'y passe pas grand-chose, alors que c'est sur les terres qu'on a le plus de toponymie, le plus d'indications, etc. Or là, c'est effectivement l'inverse. C'est très simple, hein, j'ai simplement
écrit mer Méditerranée dans le champ de la carte. Mais ça met en exergue les littoraux. Et les questions de littoraux, il va y avoir d'autres questions avec ce que Jean-Paul va nous dire, ça met en exergue les littoraux, ça met en exergue les différences de densité, hein, ça montre bien, me semble-t-il, les bassins, les zones d'îles. Les zones qui ont le plus de bleu, ben, sont tout simplement les plus faciles à naviguer. Et grâce aux îles, ces zones qui ont beaucoup de bleu s'étendent loin des rivages. On revient à la question précédente. Et là, il me semble que cette image montre bien qu'on est vraiment dans une mer entre les terres. Voilà, je vais passer à la suivante, et la dernière, qui est un peu différente du point de vue couleur. C'est également la Méditerranée, mais là, j'ai joué sur autre chose, c'est presque l'inverse de la précédente. Alors, le cadrage est un peu plus large que le précédent, il ne s'agit pas de la figuration d'un incendie, hein, mais du relief terrestre et sous-marin représenté dans une continuité comme si tout simplement on avait enlevé l'eau. Voilà, hein, et là, quand je vous dis ça, vous connaissez bien, vous reconnaissez comme la botte italienne, la chaîne des Alpes, l'Espagne avec son grand plateau, etc. Etc. Alors, sachant qu'on a une douzaine de valeurs entre le jaune et le rouge, hein, que le rouge foncé, ce sont les points bas, et que le jaune, hein, ce sont les points hauts. Alors, évidemment, les limites habituelles ont complètement disparu. Elles sont une courbe de niveau comme les autres. Hein. On sait bien que c'est l'horizontale qui définit les courbes de niveau. Elles constituent une courbe de niveau comme les autres. Et du coup, nos habitus perceptifs, si je puis dire, hein, ce qu'on a évoqué tout à l'heure quand on a vu l'image à l'envers, eh bien, deviennent assez peu opératoires pour reconnaître les choses. Il n'y a pas de limite forte, sauf pour les bassins les plus profonds. Et les bassins les plus profonds, ça correspond, alors à peu près bien entendu, hein, à la Méditerranée durant la période messinienne, hein, cette période qui a eu lieu il y a à peu près 6 millions d'années, donc il n'y a pas très longtemps pour nos collègues géologues, où le bassin était coupé de l'océan et où la Méditerranée était une mer morte qui s'est asséchée, hein, et qui a déposé du sel dans le fond. C'est d'ailleurs en découvrant ce sel que les géologues ont commencé à se questionner sur ce qui s'était passé pour accumuler autant de sel. 2 km d'épaisseur quand même, hein, de sel sous la mer. Voilà. Et effectivement, pendant 300 000 ans, la Méditerranée a été une mer morte avant que, pour des raisons tectoniques, Gibraltar ne s'ouvre et donc que l'océan ne déverse son eau, moins salée que celle qui était à l'intérieur, dans la Méditerranée. Voilà, j'en ai pas beaucoup plus à vous dire pour le moment. J'espère que sur tout ça, vous avez des réactions, des questions qui alimenteront un débat ensuite. L'idée de cette conférence ce soir, c'est aussi d'amener à changer le regard sur la Méditerranée. Tu précisais en disant que c'est une mer où finalement il est aisé de naviguer aujourd'hui, c'est pourtant la mer la plus meurtrière aujourd'hui. Et il est important de rappeler ces contradictions permanentes dans cette mer qui est celle qui borde nos territoires. On est dans une exposition qui s'appelle Le littoral à la lettre, et bien là, le littoral il est à la carte, et dans cette notion de carte, on voit aussi la notion de choix et la notion de contrainte. Et c'est un peu aussi ça que tu nous as rappelé, c'est-à-dire les contraintes géologiques, les contraintes morpho-géologiques, qui font écho à des sujets dont on a pu parler dans la précédente exposition. Et ces contraintes-là, elles font aussi écho à des représentations avec lesquelles on vit aujourd'hui et qu'il nous faut peut-être faire évoluer. Et à ce titre, ces évolutions de représentation, elles s'appuient sur des outils, sur des visuels, sur nos mémoires, sur des récits. Et elles s'appuient aussi sur nos perceptions des littoraux, qui sont là où on vit, puisqu'on ne vit pas tellement sur l'eau. Pas trop. En tout cas, pas encore trop. Et donc à ce titre, je passe la parole à Jean-Paul Paul. Tous ceux qui sont passés par Paul Valéry entre 1972 et 2006 m'ont rencontré. Ce qui fait que j'en ai rencontré beaucoup. Mais j'ai gardé de ces rencontres quelque chose de stimulant, de riche, d'enthousiasmant, et le sensible a pris le dessus sur l'efficacité de l'enseignement. C'est ce qu'on nous demandait de faire. Alors, je ne sais pas si j'ai été efficace, mais ce qui est sûr, c'est que moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Et puis, j'ai travaillé aussi avec quelqu'un auquel j'aime bien rendre
un petit message, c'est Raymond Dugrand. C'est quelqu'un qui a beaucoup marqué, qui a marqué de manière profonde le devenir de la ville, et j'ai eu la joie, le plaisir d'être à côté de lui. Quand il est parti à la mairie, il m'a dit, tu vois, là il y a des étudiants on appelait ça le DEA, les normal master. Il y a des étudiants de DEA, tu les prends et tu fais avec eux ce que tu as envie de faire. Quand un patron vous parle comme ça, vous gardez le souvenir. Alors, j'ai aussi travaillé avec Roger Brunet et la Maison de la Géographie. Et c'est pour ça que j'ai une première remarque sur les cartes. La carte, c'est un exercice trompeur. Vous vous rappelez la première carte que vous avez vue? Il y a du blanc. Il y avait du blanc totalement blanc sur la partie droite de la carte. Et il me semble pourtant qu'on a fait un tracé pour que la Méditerranée puisse rejoindre le monde asiatique, de l'océan Indien. Et c'est important ce qu'on en parle depuis le percement de Suez, on ne cesse de parler de ce qui se passe sur la Terre. Alors moi, la Méditerranée, c'est une mer, oui. Mais j'hésite entre la mer et la Terre, parce que quand on parle de Méditerranée, on vous envoie tout de suite les paysages, l'olivier, donc de la Terre. Mais il faut s'appeler Ulysse pour travailler sur la mer. Non, pour naviguer. Mais Ulysse, il revient au bercail. C'est-à-dire qu'il revient à la terre. Et le littoral, c'est justement cette ligne, 46 000 km. C'est 46 000, oui, très bien. C'est pas rien, hein? Oui, c'est énorme. 46 000 km. Vous vous rendez compte? Ce littoral, avec 46 000 km, représente 400 millions de touristes. Alors j'ai pris le tourisme comme base de réflexion sur cette problématique. Quel récit pour des communs vulnérables? Ouf, d'un seul coup, on rentre sur le récit, c'est-à-dire l'écriture, ou la parole. On rentre sur l'idée de commun. Le commun, c'est ce qui existe, qu'on peut peut-être s'approprier, mais quand on se l'approprie, on le dénature. Vous regarderez sur Sciences humaines, il y a quelqu'un qui a écrit là-dessus, c'est beau, et son article est intéressant pour montrer comment notre société s'approprie des communs et méprise la façon dont ceux qui ne les ont pas se trouvent côte à côte. Hier soir, il y a eu un excellent documentaire, peut-être l'avez-vous vu, sur la Côte d'Azur, et Dieu créa la Côte d'Azur, sur France 3. Extraordinaire, parce que c'était exactement ce que j'avais envie de vous dire. Il y a une histoire du littoral, de la Méditerranée, par son littoral. Cette histoire, elle se situe au carrefour de ce que peut représenter l'histoire de la mer et l'histoire des terres. Et je voudrais placer mon intervention selon deux objectifs. En fait, non, un seul objectif qui a deux directions. L'objectif, c'est de faire de ce littoral, ou de ces littoraux, parce qu'ils sont loin d'être semblables, des communs vulnérables, c'est-à-dire des objets, des espaces que l'on peut s'approprier par la pratique, par les usages, mais qui sont tellement fragiles qu'un rien risque de mener à bien la destruction des équilibres qui les représentent. Ces équilibres sont écosystémiques, va de soi. Alors, j'ai pris deux orientations. Faire de ce littoral une figure de l'histoire de la Méditerranée. Il faudrait pouvoir revenir sur des cartes et puis sur ceux qui ont écrit là-dessus depuis les premiers textes et les premiers messages transmis depuis la Grèce, avant même, Rome, Carthage, quelques autres aussi. Tout ça pour dire qu'il y a, avec Braudel, une temporalité de la Méditerranée selon trois dimensions. La dimension du long terme, c'est-à-dire celui d'un espace géographique, de ce territoire qui s'agence à travers le temps, sur une longue période. On les retrouve quasiment les mêmes, avec les mêmes composantes,
du début, de quelques millénaires avant, jusqu'à aujourd'hui. Le moyen terme de Braudel, c'est celui qui va vers la mise en valeur économique. C'est-à-dire qu'on porte un regard de transformation, mais qui dure un certain temps, mais qui peut se muer vers autre chose. Or, tout à l'heure, je l'ai évoqué avec l'arrivée de Doxiadis sur la commande de l'État français dans les années 75 pour produire sur le littoral marseillais le complexe de Fos. Or, aujourd'hui, la dimension du complexe de Fos, c'est comment on peut passer d'une économie carbonée à une économie décarbonée. Et je proposais de dire le prochain inventaire du CAUE sur le littoral, c'est sur les plateformes industrielles et sur la métropolisation. Mais ça, je viens en reparler. Le troisième temps, c'est celui du court terme, c'est-à-dire celui de la vie au temps présent. Et ça, c'est pour la figure de l'histoire. Je n'ai pas besoin d'y revenir sur la figure de l'histoire, on sait ce que c'est. Par contre, je veux montrer que ce littoral constitue une figure de la géographie en soi, parce qu'il est l'interface entre un intérieur, on parle même d'arrière-pays. Vous imaginez ce que ça peut signifier pour ceux qui y habitent? Et la mer. Le littoral, c'est justement cette zone d'équilibre où tout peut se faire, ou presque, et où tout peut déboucher sur la négation. La deuxième dimension que je voulais apporter en termes de figure, ce n'est pas la figure de l'histoire, c'est la figure de la géographie. Ah ben oui, professeur d'histoire-géographie, je ne peux pas l'éviter ça. Alors la figure de la géographie sur le littoral, je la verrai autour d'univers qui se rencontrent et qui sont constitués par des conflits, ou plus exactement des contradictions, conflits lorsque ça s'aggrave. Ville-métropole. Le littoral, les littoraux de la Méditerranée sont sur la directive de la métropolisation. Or, cette métropolisation débouche systématiquement sur une rupture des équilibres écologiques. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est un thème fort de la figure de la géographie du littoral. Le deuxième, c'est celui du tourisme. Et c'est là-dessus que je suis allé pour essayer de comprendre comment se constitue une fresque du littoral à partir de la mise en valeur, de sa mise en valeur touristique. Alors, vous allez bénéficier de quelques images qui sont cette fois-ci des photos. Ça, c'était pour la détente. Mais elles sont organisées. Donc, ne vous y trompez pas, elles ont un sens. Et oui, j'ai travaillé sur les représentations. Il fallait aborder la question. Alors, j'ai retenu 3 éléments pour la première dia. En dehors de la carte. Ça, la carte, c'est pour que vous l'ayez bien en tête, mais vous l'avez même à l'envers, et sans les configurations de terre. 3 éléments. 1, la plage. 2, le rocher. C'est-à-dire, on cherche la plage, mais en fait, s'il y avait beaucoup de profondeur, on pourrait sauter d'en haut. Et ça, c'est Agde. Ce n'est pas Agde que j'ai représenté, j'ai pris la calanque d'Embourg. C'est la calanque de Marseille. La calanque d'Embourg est encore plus significative. Et puis, le 3e élément, c'est le port de Sèvres. J'ai pris exprès des choses connues pour bien montrer que cette figure de la géographie du littoral, je voulais la structurer autour de 3 images. La plage, sableuse, le rocher et la dent maritime qui rentre à l'intérieur de l'air, et puis le port et ce qu'il peut signifier en termes de conquête. Regardez le titre. La Méditerranée, un monde de rêves, de terres et d'eau. Son littoral ouvre les chemins du désir. Je me suis placé dans l'ordre du sensible pour bien comprendre comment progressivement s'opère une conquête. Conquérir la plage. Le documentaire d'hier soir était parfaitement illustratif de cette vision des choses.
conquérir la plage, y compris, il y avait une petite séquence sur l'arrivée des mineurs du Nord. Les patrons des mines offraient un séjour sur la Méditerranée, sur le Côte d'Azur. Ils avaient investi, ils avaient conquis la plage pour satisfaire les enfants des mineurs. Alors cette conquête de la plage, je l'ai illustrée par quelques vues qui vous paraissent très classiques. Je n'ai pas besoin d'y revenir. Je les ai prises un peu partout. Au Liban, en Dalmatie, à Chypre. Pour que vous voyez que cette conquête passe essentiellement par des investissements. C'est-à-dire qu'on transforme un paysage et on imprime un nouveau ton au paysage créé. Il va de soi que cette conquête passe d'abord par une dimension, je dirais, des représentations que l'on se fait de ce milieu. Et ensuite, par une mobilisation de capitaux considérable. Et enfin, par un discours qui justifie l'occupation. Alors, je ne voulais pas apporter, mais vous pouvez trouver sur Internet, le discours de justification, c'est toutes les publicités qui se font sur les opérations touristiques. Lorsqu'il y avait que le Club Med, on avait qu'une seule voie. Si vous prenez Internet aujourd'hui, vous allez trouver des choses extraordinaires. Et là, je m'adresse aux collègues de la fac, il y a de quoi travailler sur les mots qui sont utilisés pour construire un discours de séduction. Ce discours de séduction, il est fondamental pour comprendre ce qui s'est passé au cours des 40 dernières années, des 60 années, en commençant des années 60, sur nos littoraux, les littoraux français, mais également les littoraux d'ailleurs. Je les ai tous un peu faits, ces littoraux. J'y suis passé sans être pendant des années resté en place, mais j'y suis passé régulièrement au temps des vacances, avec une vision très particulière. C'était au Maroc, c'était en Tunisie, c'était en Algérie. Il n'y a que l'Égypte. Je ne suis pas passé. Par contre, j'ai adoré le littoral de la côte d'Almat. Extraordinaire. Très beau. Extraordinaire. Et par ses terres, et par ses eaux. Parce que quand vous avez un bain sur le littoral d'Almat, d'un seul coup, vous découvrez les fonds marins. Pour les Languedociens, c'est extraordinaire. Alors, conquête, premier temps. Deuxième temps, établissement. C'est-à-dire, il y a, et j'ai pris exprès quelques vues, Venise, Santorin, Istanbul, Palerme, Cinque Terre et Monaco. J'ai voulu mettre un peu de ruralité. C'est une fausse ruralité. Mais c'est surtout la ville qui m'intéresse. Or, les villes sur ce littoral ont conquis un espace et se sont établies dans un rapport mondial. Mondial. Je n'ai pas pris au hasard. Hein. Je suis allé chercher quand même celles qui sont les plus significatives. Donc comme Marseille. Oui, mais volontairement. Volontairement, parce que si j'avais mis Marseille en plus, vous auriez dit, mais on ne fait que du localisme. J'ai voulu justement sortir du local, parce que Marseille, oui, et Nice, et Cannes, qui représentent des conquêtes urbaines à une époque donnée. Et on aurait pu prendre certaines villes italiennes, Andorre et grecques. Donc, il y a manifestement quelque chose qui s'impose en termes de patrimoine urbain. J'ai appelé ça les villes au bord de l'eau. Oui, elles sont d'abord maritimes et elles conquièrent des terres. C'est le cas de Marseille. Mais bien sûr. C'est significatif. Mais complètement, et grâce au route. On parle de Marseille, Aix. Tiens, c'est bizarre. Alors que Marseille, c'est d'abord le port. Et c'est la mer. Alors, ces villes au bord de l'eau, une des orientations fondamentales qui se pose aujourd'hui, c'est soit la dimension patrimoniale de la, allez, je mets un terme, entre guillemets, petite ville, soit l'option métropolisation qui transforme profondément la ville historique.
allez à Naples et vous verrez la différence. Mais déjà, là, à Marseille, on la sent. On la voit bien. Alors, cette double orientation est fondamentale. J'ai introduit une autre idée. Vous voyez que je suis parti, avec ce que m'a dit le collègue, du berceau des civilisations. Je n'ai pas voulu revenir là-dessus, mais j'ai voulu citer Ulysse. Et puis progressivement, je débouche vers autre chose qui s'appellera le système environnemental dans lequel se situe l'électorat méditerranéen. Dans quel type de relation à l'environnement on construit une logique de réflexion quant aux images et quant aux représentations que l'on obtient aujourd'hui. Au départ, on a l'impression que le milieu impose sa loi. Et progressivement, on voit disparaître la loi du milieu pour un monde nouveau qui surgit de l'investissement. Alors, ces discordances sont graves. Vous remarquez là, sur la première photo de Nabel, on a besoin de construire quelque chose pour protéger. Ah ben oui, parce que finalement la protection, ça va devenir quelque chose d'important. Sur la seconde, vous voyez la pollution gagnant sur Sfax, la plage de Sidi Mansour est rouge et l'eau, c'est plus l'eau transparente de la Dalmatie, c'est l'eau polluée. La quatrième photo, celle du bas, je reviendrai sur celle d'un mot après. Celle qui est en bas témoigne à ma main du recul de la plage. Mais j'aurais pu prendre une photo de chez nous. Oui. D'ailleurs, les derniers articles qui sont publiés, la plage de Villeneuve-et-Maguelone en 2050, elle aura disparu si on ne fait rien. Qu'est-ce qu'on va faire des épis pour la protéger? Et puis on versera quelques millions de mètres cubes de sable pour en avoir un peu. Celle d'Agde, ce sera pareil. Celle de l'EPO, ça sera la même chose. On va vers une augmentation du niveau des mers et donc à une diminution de la plage en tant que telle. Regardez celle de Mamet, il ne reste plus que le petit cordon rouge, alors que en 2006, en 2006, on arrivait à la limite du vert, au contact du vert et du bleu. La disparition écran. Et j'ai retenu la dernière image dessus, parce que c'est le titre qui m'a plu. J'espère que vous le lisez. On est vraiment dans le durable, là, non? C'était quand même significatif de la façon dont nous procédons aujourd'hui pour penser le futur. L'investissement ici, il a besoin d'être justifié par un mot qui porte sens et qui est complètement en discordance par rapport à la réalité des choses. Alors, j'ai retenu 3 éléments, 3 mots-clés. Densifier, privatiser, protéger. Oui, densifier, j'ai posé exprès Torremolinos, mais juste en dessous, il y a la Grande Motte. On aurait pu en prendre d'autres. On aurait pu en prendre au Liban, on aurait pu en prendre en Grèce, alors là, oui, c'est un problème. On aurait pu en prendre du côté du Maghreb, et en Italie. Densifier, c'est presque le lieu commun de la conquête de la plage. Et je ne parle pas seulement de tourisme, je parle aussi d'habiter. Densifier, c'est-à-dire en fait la conquête passe par l'installation. Deuxième terme, privatiser. Ah, ça c'est l'agression du commun. On ne réfléchit plus en termes de biens communs partagés, on met en place un système d'appropriation sélective. Et le sélectif commence par le prix. On ne fait pas n'importe quoi. Et sur le documentaire d'hier soir, il y avait suffisamment d'exemples pour montrer que quand on est à Monaco, on conquiert l'espace de Monaco pour y dresser sa propre représentation du monde. Ce qui est
extraordinaire quand on sait que l'espace à Monaco est quand même très contraint et particulièrement délicat, difficile à faire. Mais que représente la difficulté du contexte géographique quand on a quelques milliards d'euros à investir? On va pas s'arrêter à ça. Donc, on peut mettre ce que l'on veut, où l'on veut. Protéger. J'ai pris la photo centrale au milieu. Et celle de Argelès, c'est-à-dire la plage où, si on ne la protège pas, elle disparaît. Comment on protège? Juste la vue d'en dessous, c'est le mobile, le petit travers. On met des barrières pour que le sable ne soit plus mobile, ou du moins que l'on freine sa mobilité. Et alors, pour aller jusqu'au bout, avec le grand travers, on privatise en pensant que la privatisation va être un élément fort de la protection. La protection, c'est la ligne de conduite. Ben, sur la France, par exemple, depuis la mission qui permet de penser à l'intervention publique pour protéger les lieux en danger de disparition. Conservatoire du littoral. Ça va de soi. Alors maintenant, on est plutôt sur la lecture. Bon, je vais faire rapidement pour ne pas... il y a 4 ou 5 points. Le premier point, c'est la dimension géographique. Quelques 45 000 km, il y en a 46 000. 150 millions d'habitants. Mais oui, la Méditerranée, c'est 150 millions. Il ne faut pas l'oublier quand même. Hein. Et je ne suis pas sûr que la mer Noire soit comptée dans les 150 millions. Je ne pense pas. 80 millions vivent dans les villes. Et dans les 10 ans à venir, ça sera une centaine de millions. Les pays bordiers représentent quelques 650 millions d'habitants. Non, 500 et quelques, pas 600. Bientôt 600. Il faut quand même avoir ça en tête. Hein. C'est pas un petit milieu, la Méditerranée. C'est un vaste monde. Une petite mer de quelques 5 fois la France, mais un vaste monde en termes d'histoire, bien sûr, mais aussi en termes de futur. Les situations d'aujourd'hui plaident dans ce sens. Et donc, je disais tout à l'heure, 400 millions de touristes. D'un seul coup, en quelques jours, il y a quelques centaines de millions de plus sur cette terre bordière de la mer. J'ai mis une deuxième partie qui s'appelait autour des communs et des lieux emblématiques. Oui, la Méditerranée est riche de références qui portent effet dans la représentation du monde. Non seulement par l'histoire et les conflits que ces temps anciens ont générés, mais aussi parce que toute une culture s'accroche à l'idée de Méditerranée. Et j'ai retenu 3 termes, figure, image et écrit. Alors pour les images, on est à Montpellier, le festival du film méditerranéen. Les écrits, c'est des centaines d'écrits. Les figures, ce sont celles qui vont rester dans nos représentations, dans nos images. C'est-à-dire que nous figurons la Méditerranée. Et c'est intéressant de dire, vous, j'ai lu le petit texte qui a été proposé, la petite interview. Si c'était ce serait quoi la Méditerranée? Si c'était une couleur. Et j'ai répondu sur la couleur, moi. Parce que si c'était une couleur, je dirais que c'est le bleu. Ah ben, parce que dans les années 60, on a chanté le bleu de la Méditerranée, le ciel, le soleil, et bon, je ne vais pas revenir là-dessus. On était heureux, le nez dans le sable, les cheveux dans les yeux. Ah mais c'est quelque chose qui s'imprime dans les représentations.
Le troisième point, c'est autour de la fragilité de ce milieu. C'est-à-dire quelque chose, ce littoral, c'est quelque chose qui est en équilibre instable. Un rien va déformer ce littoral. Un rien va le transformer. On l'a vécu chez nous. Si vous prenez la situation de la Grande Motte juste avant qu'on y mette Balladur comme architecte en chef, ben c'est un marécage. Et depuis, on a complètement oublié qu'il y avait un marécage. Parce qu'on a su le transformer. Je ne porte pas un jugement de valeur, je dis simplement que c'est comme ça, la fragilité, elle est là. Et la vulnérabilité, elle est portée par la dimension climatique, le réchauffement climatique, avec toutes les conséquences sur l'augmentation du niveau de la mer. J'ai parlé sur l'interface de 3 termes. Le bien est rare, il est désiré, il est convoité. Vous ne sortez pas de ce type de réflexion quand on parle du littoral en Méditerranée, où que ce soit, quel que soit le pays. Les 3 termes s'appliquent parfaitement à Dubrovnik comme ailleurs. Je dis Dubrovnik parce qu'on vient d'établir une série de textes à Dubrovnik pour empêcher les citadins d'être trop nombreux dans la ville. Non, pour empêcher les touristes d'être trop nombreux dans la ville. Voilà. Il faut organiser sa protection, quel que soit ce que l'on choisit comme méthode pour protéger. L'économie du tourisme, c'est la dernière proposition, débouche sur un processus, alors, le terme peut-être, on ne s'en sert pas trop, mais moi je préfère l'utiliser, de la littoralisation. Littoralisation, c'est-à-dire faire en sorte que ce petit trait de côte, qui n'a aucune épaisseur en fait, il devienne un peu plus épais. Et en devenant plus épais, on donne au littoral une consistance qui permet la conquête. Réfléchissez et voyez comment ça se passe. Cette littoralisation, elle parle d'un désir de rivage. J'ai parlé de quelque chose qui s'appelle sous le béton la plage, et sur ce qui est le surtourisme. Alors, cette idée de surtourisme, elle vient d'être développée depuis 4 ou 5 ans. Je vous donne des références, si vous êtes intéressés. Il y a 2 références que je vais donner. Celle du surtourisme, c'est Linda Lenné, la rédactrice en chef de l'écotouristique. Vous trouverez ça sur Internet et vous verrez qu'il y a des choses intéressantes. Les touristes sont... Je vous le lis. J'ai retenu une phrase intéressante, un petit paragraphe. Les touristes ont longtemps été désirés et choyés. Mais en rang trop serré, ils ne sont plus accueillis à bras ouverts. Venise, New York, Barcelone, Dubrovnik s'interrogent et réglementent. Et dans les villes comme pleine nature, les quotas fleurissent. C'est-à-dire qu'il ne faut plus être trop nombreux. Oh, mais attention, on n'est plus sur le tourisme de masse, on est sur un tourisme sélectif. Sélectionner, c'est réserver certains endroits à. Et le surtourisme n'a jamais été autant d'actualité. La dernière vue, et j'en resterai là, c'est pour montrer comment j'ai pensé la question autour des accroches qui sont des termes de représentation et ce que nous avons comme facteur explicatif. Vous lirez ce diagramme de la façon suivante. Verticalement, depuis le bas vers le haut. Consommation et de même point d'interrogation. On peut le lire de droite à gauche, ou de gauche à droite plus exactement, sinon on serait japonais. De gauche à droite, on verra les interfaces et on voit l'imaginaire. On voit les enjeux stratégiques et les lieux emblématiques. On voit les ressources, les aménités, le bien rare, etc. et le surtourisme. On voit
la résilience, c'est-à-dire la capacité à résister et à se transformer de manière positive, et la protection indispensable pour éviter la disparition. Et puis au centre, vous lirez quelque chose qui relève de ce que je viens de dire pendant quelques minutes et peut-être un peu trop longtemps. L'écosystème des communs fragiles et vulnérables, avec des menaces liées à la consommation, avec des aménagements et de l'urbanisation qui ouvrent les perspectives pour demain. Voilà un petit peu ce que je proposais à la fin, avec le besoin d'assurer une gestion durable des littoraux qui interroge beaucoup en termes de méthode, en termes de moyens, en termes de conduite. J'en resterai là. Merci de votre écoute. Et maintenant, on va pouvoir discuter. Merci beaucoup.